Salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? Ça roule, écoute, on sort d'une d'une belle session draft euro de genre 1h, 1h30 là. Donc très cool. Franchement, la vidéo que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps. Et là, il y en a une hyper intéressante aussi. On parle PL, beaucoup de choses à dire, je crois. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est la fin finalement et tout. L'épilogue en fait de cette saison qui a été très longue en fait, hein, tu vois, très longue. Malheureusement, j'en parle et j'ai l'impression que mon nez est cool en fait. Je sais pas si c'est les émotions ou whatever. Oui, bah t'es en train de pleurer quoi, ça arrive. I have c'est no normal. idea what is happening to me en fait. Je me dis. Une semaine plus tard, il s'en est toujours pas remis. Non, c'est-à-dire que ça fait mal quoi. Ça fait mal ce qui s'est passé, c'est du n'importe quoi. La vérité, c'est qu'on devait être champion. On n'a pas été champion. C'est dommage, ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché, franchement. À la fin, là, quand j'ai vu, je pense, en fait, j'ai eu des larmes qui ont coulé, je vais pas te mentir. Quand j'ai vu la tête de Kai Havertz, en fait, j'ai eu mal, quoi. J'ai dit, oh, quand j'ai vu Kai assis là, genre accroupi, j'ai vu Kai, en fait, j'ai eu mal. J'ai dit, non, voilà un boy, il a souffert. Il est venu en début de saison, on l'a traité de tocard. On a dit 65 millions down the drain, qu'on a perdu notre argent. On a parlé. Mais regarde la deuxième partie de saison qu'il nous a faite. Il a fait la meilleure saison qu'il a faite dans sa vie, en fait, qu'il a eu l'occasion de faire dans le temps à Chelsea. Donc, en termes de chiffres, d'implication sur les 10 derniers matchs, il a été sensationnel. Donc, ouais, ça fait mal, hein. Franchement, moi, de mon côté, ça fait mal, mais c'est la vie, c'est comme ça. On est obligé aujourd'hui de parler, donc, voilà. 13 buts et 7 passes D à la fin pour il a été exceptionnel. La deuxième partie de saison, c'est Kai Havertz qui nous porte en fait. On n'a pas vu Gabriel Jesus durant la deuxième partie de saison. On avait besoin de Gabriel Jesus durant la deuxième partie de saison. C'est pour cela que je dis que je peux pas trop parler d'Arsenal parce que je deviens rapidement émotionnel parce qu'il y a des boys, moi je les aime, mais à la fois aussi, à un moment donné, je commence à un peu comme Rihanna avait dit, I hate that I love you. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je déteste le fait que je t'aime. C'est pas possible. C'est difficile. C'est des Gabriel Jesus. On les aime bien, mais des boys, quand tu as besoin d'eux, ils sont pas là. Mais deuxième partie de saison, il y a des matchs compliqués où j'avais besoin d'un neuf, j'en avais pas. Heureusement que Kai était là, donc c'est pour dire. Donc 4 buts et 5 passes D pour Gabriel Jesus sur toute la saison, en ayant raté pas mal de matchs quand même. Hein. Encore une fois, comme l'année passée, année de Coupe du Monde. Donc c'est pas comme si c'était la première fois, ça fait là maintenant trop de fois, ça commence à durer trop longtemps. Nous, on est fatigués de cela. Donc, globalement parlant, la Première Ligue s'est terminée cette année. Encore une fois, Manchester City a gagné, 4e titre d'affilée. Ils ont fait une saison pleine. Ils ont eu le meilleur buteur. Ils ont Kevin De Bruyne qui, moi, si je dois résumer un tout petit peu, il a joué une demi-saison. Il a été un des boys les plus décisifs du championnat. J'ai regardé statistiquement parlant en termes d'occasions créées. Je pense que c'est le deuxième ou un truc comme ça, ou le troisième ou whatever. J'étais surpris, en fait. J'étais comme, mais lui, il n'a pas joué genre la moitié de la saison. Il n'était pas là entre août et puis janvier. Et pourtant, il a été exceptionnel durant cette deuxième partie de saison. Un Rodri, encore une fois, qui, à chaque fois qu'il est sur le terrain, Manchester City ne perd pas. Ça aussi, il faut qu'on en parle, en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Leverkusen, de chacun sa baraka, son marabout, son truc. Mais Rodri, c'est qui, lui? C'est comment, en fait? Il est sur le terrain, il ne perd pas. Ça montre à quel point il est ultra important, en fait, à quel point il a fait encore une saison exceptionnelle. Ça se voit, même dans leur manière de parler. Tu le vois, c'est un groupe qui est fort, en fait. Et ils ont eu le Player of the Year, Phil Foden. Et ils ont eu le Phil Foden qui a juste... Quand t'as pas Haaland et t'as pas De Bruyne pendant une partie de la saison, t'as un Foden qui porte ton équipe en fait, tu vois. T'as un Doku qui est là pour déséquilibrer. T'as un Jack Grealish qui, malgré qu'il n'a pas fait la même saison que l'année passée, cette année, à un certain moment pertinent où ils avaient besoin de lui, il a été là. C'est-à-dire que finalement, c'est ça qui fait la force de Manchester City, hein, et c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ça se joue à l'effectif est tellement riche, tellement vaste que t'as vraiment, City, c'est une des rares équipes qui a vraiment 19 joueurs, 20 joueurs que ça peut faire jouer à chaque fois. Et pourtant, ils n'ont pas l'effectif le plus quantitativement fourni vraiment en nombre de joueurs. Généralement, Guardiola, il aime faire un groupe un peu plus restreint. Donc, le nombre de joueurs qui jouent réellement est pas si grand que ça, mais chacun de ceux qui jouent peut jouer et peut devenir titulaire sur une période de 10 matchs si c'est nécessaire. C'est ça qui est très très chaud avec eux. Foden, 23 ans, il a fait la meilleure saison de sa carrière. Je regarde toutes compétitions confondues là. Foden, c'est 27 buts cette saison et 11 passes. Et surtout, je trouve qu'au-delà de tout, avec la blessure de De Bruyne, le fait qu'il puisse profiter de cette position centrale pour se mettre un petit peu plus en valeur, je sais pas si ça lui a fait développer cette caractéristique, mais Foden, ça fait combien de temps qu'il a ce sniper là dans le dos? Parce que le nombre de buts qu'il a sortis extérieur de surface, avec une frappe très Foden, genre... lourde mais en même temps un peu slicée, très spécial, super geste.
Pas mal, Un pas peu, mal. tu sais, genre Vinicius, celle qui marque il y a quelques années, il y a 2 ans, contre City, justement, au Santiago Bernabéu, là, sur une accélération. C'est le match où ils font un partout et De Bruyne en met une la frappe, là, demi-volée. Ouais, oui. tu vois, ces frappes-là où ils donnent la sensation de glisser un peu en même temps, mais c'est juste parce que c'est des joueurs extrêmement élastiques, fluides, mobiles comme ça. Et bon, avec une sacrée qualité extérieure de surface, en tout cas, parce que les faits, ils sont là. Et je regarde, par exemple, les XG de Foden. En première ligue, c'est 19 buts sur 11 XG, parce que ces frappes extérieures de surface, elles sont à chaque fois une frappe extérieure de surface comme ça, c'est genre au max 0,10 XG, 0,15 s'il n'y a vraiment pas de défenseur devant, un truc comme ça, mais généralement c'est 0,07, 0,006, et il a été tellement tueur extérieur de surface, et je pense pas que ce soit juste pour le coup une coïncidence ou un peu de réussite, c'est qu'il a vraiment ça dans son arsenal, et je pense qu'il l'a travaillé. On a vu qu'il a voulu tirer aussi des coups francs régulièrement, il en a marqué un avec déviation du mur aussi à un moment. Énorme Phil Foden, et je pense que c'est une des histoires de la saison pour City, plus que Haaland qui finit pourtant deuxième fois d'affilée Golden Boot. C'est assez dingue dans une saison presque un peu anonyme pour Haaland, quand même 27 pions en PL. Regarde à la fin ce qu'il nous fait, lui. À la fin, il se permet à mettre des machins, je sais pas, c'est où est-ce qu'il a mis le triplé là, Fulham ou whatever. Ouais, quadruplé, non, c'est même, sûr, genre. Quadruplé, c'est ça. Ça t'en fait un joueur, 5 passes décisives aussi quand même. C'est une équipe qui est très équilibrée. Un De Bruyne, il n'a pas beaucoup joué. Il te met 10 passes D en une demi-saison. C'est incroyable en fait. Il se place presque dans les top meilleurs passeurs. C'est-à-dire que De Bruyne, normalement, il joue la saison au complet. Il fait 17 passes décisives, 18 passes décisives. C'est parce qu'il n'a pas été là pendant 3 mois en fait. Il a quand même 10. Il est à 2 derrière un boy comme 2 ou 3 derrière Oli Watkins et puis à égalité avec Mohamed Salah qui a joué toute la saison. Donc c'est pour dire en fait, c'est vraiment une équipe qui est trop forte en fait. Moi, franchement, City, j'ai pas grand chose à dire à part ils sont très forts et l'objectif c'est vraiment d'aller pousser les limites au maximum. Donc cette année t'es Arsenal, tu fais 26 matchs, 5 tu fais quoi, c'est 28 victoires, 5 matchs nuls, 5 défaites. L'année prochaine c'est d'essayer d'aller éviter ces 5 défaites là. Elles sont où ces 5 défaites là? C'est les 3 matchs que tu perds en décembre, là où tu perds je pense face à Villa, face à Fulham, tu perds à Villa 2 fois. Ça Villa 2 fois en fait. Villa ils t'ont fatigué en fait. C'est que Villa ils ont. Mais c'est quoi Unai Emery lui aussi franchement. Des gars on leur a vraiment on a été gentil avec eux. Il y a aucun problème entre nous et puis Emery normalement. Il y a aucun problème. On est allé en finale d'Europa League, on a perdu. Khalas il est parti. C'est bon ça va. C'est quoi le problème de venir et de nous taper 2 fois? En plus, ils font tous semblant. Des Oli Watkins qui, dans leur cœur, ils veulent venir à Arsenal, il va nous planter un but pour nous tuer. Après, tu vois la photo où, à Villa, ils sont tous en train de célébrer le penalty de Haaland, mais t'as Watkins, il a l'air triste pour aller où? C'est toi qui as marqué. Donc, c'est-à-dire que la saison en tant que telle, elle se joue sur les détails. Et tu regardes ça et tu te dis, ouais, City, quand même, ils ont encore ce edge-là que nous, on n'a pas. Mais je pense qu'on va y arriver. Et pourtant, sur les matchs Arsenal City, vous prenez 4 points cette saison. Mais pire. Ça, c'est la vraie progression des Gunners. Oui, Lou, surtout le top 3. On a perdu face à. On a tapé les Liverpool. Bien sûr. Mais City, c'était difficile. C'était le truc qui vous manquait un peu. Et ouais, donc c'est dommage d'avoir lâché des points. En vrai, je regarde les points contre 2 défaites consécutives contre West Ham et Fulham. C'est encore un peu souvent, je trouve, la période des fêtes, là. Le Boxing Day, post-Boxing Day, vous avez un peu de mal à... Ouais. Et tu sais, c'est des matchs où tu as besoin d'un numéro 9. C'est ce que je disais aussi. C'est là la force aussi, parce qu'on fait ce bilan-là. Mais oui, on parle d'Arsenal et de Manchester City parce que tu as ces 2 grands clubs-là. Mais regarde les différences, elles se font où dans la saison? Quand tu n'as pas ton Haaland, tu n'as pas ton De Bruyne, tu as des boys, ils ont performé. Regarde les matchs que moi j'ai joué où j'ai galéré, où j'ai perdu. J'ai pas le droit d'aller face à Fulham, de perdre là-bas, d'avoir un Eddie Nketiah qui joue un match pendant 90 minutes et qui fout rien sur le terrain en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, je regarde mon équipe à un moment donné et je me dis, yeah, ça a été compliqué. Ça a été assez compliqué. Au milieu de terrain, quand on a perdu Thomas Partey en début de saison et qui s'est blessé, ça a été difficile pour nous. Regarde le bien qu'il nous a fait en fin de saison. Mais entre-temps, il y a eu un moment de flottement avant que Jorginho revienne au moment de la janvier-février de la Coupe d'Afrique des Nations et puis tout ça. Mais ce moment de flottement-là, il te blesse. C'est un moment de flottement où Arteta essaie de se trouver, où il essaie de faire de temps en temps du tâtonnement. On a vu de temps en temps des Trossard numéro 8, des Havertz numéro 8, des Declan Rice qui remontent, machin. Donc, il se cherche. Alors que tu n'as pas le temps de te chercher face à City. Toi-même, tu l'as dit. Pep, lui, il utilise 17 joueurs, 20 joueurs. L'effectif le plus petit de Première Ligue, c'est Pep qui l'utilise. Et personne ne se blesse. Tout le monde est en forme. La gestion est au top. La rotation est au top. Non, franchement, c'est-à-dire que... Moi, je suis désolé, mais... Quand tu analyses froidement, tu te dis, yeah, ils ont encore ce pas d'avance là. Mais ça va. Tu fais comment pour Ils ont commencé il y a plus longtemps. Vous, Yeah, c'est tout nouveau. City, ça leur a pris du temps aussi avant de devenir aussi extraordinaire. Et ils ont dû passer à travers. City, ils ont quand même dû passer à travers tout un groupe de joueurs
des grosses acquisitions, je pense notamment sur les latéraux, les défenseurs centraux, qui pendant un moment n'ont pas trop marché. Bon, il y en a finalement, ça a marché, John Stones, machin, mais à chaque fois, c'était 50 millions Kyle sur un Walker, latéral gauche, 50 millions sur Benjamin l'autre. Mendy. Et vous, voilà, latéral gauche, Zinchenko, Kivior, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé votre gars, quoi. Donc, un peu de Tomiyasu parfois. Timber, il s'est blessé en début de saison, malheureusement. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des postes où vous n'avez pas encore les fondations que City a réussi à poser. Mais ils ont commencé il y a plus longtemps. Yeah, c'est malheureux. Donc voilà, donc pour moi, Arsenal City, à la fin de la journée, je pense que l'année prochaine, on va repartir encore sur une nouvelle bataille. City, ils vont essayer d'aller chercher leur 5e pour faire une manetta et puis vraiment nous montrer que voilà, quoi, genre, que c'est leur game. Et je pense que Pep, il veut faire 5. Je pense que Pep, moi, c'est ça qui me rassure, c'est que je sais que l'année prochaine, ils seront aussi forts. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que je veux que le jour où on les bat pas parce qu'on dit qu'ils sont en fin de cycle, ils sont fatigués. Non, je veux les comprends, taper c'est bien. moi, je sais que l'année prochaine, ils seront au top et l'année prochaine, nous, on va gagner. Donc voilà. Ce que je vais dire pour Arsenal, c'est que cette saison, c'était quand même la saison de la Champions League et vous avez perdu des forces là-dessus. Tout à fait. Mais vous êtes très très vite éliminé des cups. Premier tour de FA Cup, deuxième tour de League Cup. Donc quoi qu'il en soit, l'effectif, il va falloir l'étoffer un peu au mercato. Il faut de la quantité. Après, vous avez les moyens pour. Mais vous avez joué un peu moins de matchs quand même que City cette saison. Donc voilà. Yeah, ça se joue à rien. Liverpool. Ouais. Intéressant pour la dernière de Klopp. Non, mais tu sais qu'est-ce qui m'a plu réellement, moi, en fait? C'est pas, j'ai dit Klopp, moi, je l'aime bien. Klopp, franchement, Klopp, que Dieu le bénisse, quoi. Klopp, vraiment, qui vive sa vie en paix. Parce que Klopp, c'est vraiment c'est le bandit qu'il pense qu'il est, quoi. Vraiment, Klopp. Klopp, dernier match. C'est terminé, prends tes affaires, tes clics et tes claques, barre-toi. On a compris, tu as créé ton compte Instagram. Ok, tonton, il est venu, il nous a fait sa vidéo. Ouais, voici mes... Ah ouais, je savais pas. T'as pas vu, il a créé un compte Instagram, il a dit, voilà, c'est mes boîtes. C'était mignon, c'était vraiment mignon. Il nous a dit, voilà, c'est... Ah, si, j'ai vu cette vidéo, mais je savais pas que c'était sur un compte qui venait de créer. Il vient tout juste de créer son compte Instagram. Il a dit, pour garder contact avec les gens, il allait follow plein d'anciens de Dortmund, les gars de Liverpool, d'anciens joueurs, des gens qu'il a eu, etc. Donc, voilà, il va vivre sa vie de tonton pendant quelques années, peut-être avant de revenir. Qu'il a envoyé, lui, faire ce qu'il a fait, mais j'ai adoré ce qu'il a fait, c'est chanter le nom du prochain coach. Mais comment tu peux, je dis bien, ça c'est Jürgen Klopp. Ça, c'est mettre à l'aise Arne Slot. Ça, c'est venir prendre le micro à la dernière journée, quand c'est terminé, tu gagnes le match, c'est fini, tu dois te barrer, tu fais ton discours de remerciement et à la fin, tu dis Arne Slot, la 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 la. Et là, t'as tout le Anfield qui part en Arne Slot, la 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 la. Dans ma tête, je me dis... C'est pas mal, mais c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser quand Ferguson s'est barré, il a fait toute une petite partie de son discours sur et maintenant on va accueillir David Moyes comme il se doit et tout. Donc j'espère que ça prendra pas la même tournure pour mon ami néerlandais. Non, je trouvais ça cool. Je me suis dit, c'est d'un côté, enlever un peu la pression parce qu'il sait. Effectivement, pourquoi je dis tout ça, c'est parce que c'est son équipe, en fait. C'est son équipe. Je revoyais des matchs de Liverpool. J'ai revu un match Liverpool-Norwich. Première année de Klopp. De Suarez? Non. Première année de Klopp. Première année de Klopp. Pas le quadruplé de Suarez avec des buts extraordinaires. Première année de Klopp. Ils gagnent 4-3 le match. Ils sont menés dans le match plusieurs fois, en fait. Ils sont menés plusieurs fois dans le match par Norwich. Ils souffrent, ils galèrent. C'est cette équipe de Norwich-là qui est fatigante, qui vient de monter et tout ça, qui a du talent. Et tu regardes l'équipe de Liverpool et tu te dis, waouh, il en a vraiment fait du chemin. Parce que ce jour-là, je pense qu'il a sur le terrain Mamadou Sakho. Il a Nathaniel Klein. Il a, comment il s'appelle le tocard là, Alberto Moreno. Et tu regardes l'équipe en fait, tu revois l'équipe en fait, tu vois Klopp qui est assis, à moi, ils sont menés 3-1 à un moment donné. Il est découragé, il pète un câble ou 3-2, je sais pas. Il a failli devenir fou en fait là-bas. Mais finalement, ils ont gagné sur un but de Adam Lallana. Tu regardes Jordan Ibe aussi en ailier. Avait joué... Steven Colker qui rentre. Merci. Tu regardes ça et tu es comme waouh. C'est quand tu vois ça que tu vois le chemin, que tu respectes le gars. Et pour moi, je me dis, comme a dit Pep lors de sa dernière conférence de presse, effectivement, Klopp l'a vraiment amené là où il est allé. Hein. Pep est ce qu'est Pep parce que les gens le poussent. Parce que Mourinho l'a poussé, parce que les gens l'ont poussé dans ses retranchements. Et comme il est extraordinaire, il trouve des solutions. Mais ouais, franchement, pour moi, Klopp, c'est une vraie légende. Une première ligue, certes, c'est vrai, mais la première ligue de l'histoire de la première ligue pour Liverpool qui n'avait pas gagné de première ligue,
si on enlève avant 1992 ou 93, la création de la Première Ligue. Une Ligue des Champions aussi, ça c'était important, en ayant fait 2 ou 3 finales, je ne sais même plus, et tout. Donc franchement... 3 parce qu'il y en a 2 perdues contre le Real. Voilà, celle de Salah à l'épaule et celle de Vinicius. Ah oui, c'est vrai, sur la passe de Valverde. Donc non, franchement, pour moi, Jürgen, c'est une légende. C'est dommage, il part. Liverpool fait une saison, je pense, normale pour sa dernière saison. Ils sont en transition depuis 2 ans. Pour moi, ils ont même poussé encore, ils ont même fait mieux que ce que j'attendais, sincèrement, quoi. Pour moi, ils étaient même... C'est ça, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se battent pour le titre. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que Liverpool se batte pour le titre. On l'oublie parce qu'ils finissent mal, mais comme Klopp a dit à plusieurs reprises dans les interviews, c'est pas du tout on n'était pas programmé pour faire ça en début de saison. Après aussi pas trop programmé parce que pendant longtemps peut-être au mercato ça a un peu tergiversé sur le milieu central et tout. Bon à la fin ça a pris McAllister, c'est pas mal, ça a pris Szoboszlai aussi. Donc il y a peut-être de la promesse, mais c'est vrai que je pense ce qui fait le plus mal honnêtement, c'est même pas la Première Ligue, c'est l'élimination en Europa. Genre celle-là c'était l'occasion d'aller vivre un truc qui est vraiment identifié à Liverpool, la Coupe d'Europe, et de le pousser jusqu'au bout, même si c'est juste l'Europa, faire ça et soulever un trophée européen pour finir. Parce qu'en plus, Klopp, mine de rien, t'as commencé à le dire avec la Champions, il a perdu beaucoup de finales. Donc il en a gagné quelques-unes, mais il en a perdu beaucoup aussi. Donc ça aurait été, je pense que ça, limite, c'était le truc qui manquait vraiment. Parce qu'aller chercher la Première Ligue, tu vois à la fin, il y a 9 points de différence et 17 de goal average avec Man City. Je pense qu'ils étaient trop loin pour le faire avec cet effectif. Mais l'APL, même si c'était une superbe Atalanta, et on a vu la finale hier, très très belle équipe, très belle équipe, quand même, c'était sans doute dans les cordes de Liverpool d'aller en finale. Tout à fait. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait pour la dernière. Mais bon, après, le football, c'est comme ça aussi. Hein, de temps en temps, c'est tellement... Tu te disais qu'il allait se passer un truc, en fait. À la minute où il a annoncé qu'il allait partir, c'était soit ça allait être extraordinaire, soit ça allait être genre régulier, tu vois. C'était un des deux qui sont passés à ça, effectivement, de pouvoir le faire en Première Ligue. Mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs. Je me projette un peu sur la saison prochaine à Liverpool et je sais pas, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus en profondeur avec le mercato. Mais je sais pas si l'année prochaine, tu as encore Mohamed Salah. Ce qui bouge durant cet été ou pas, je sais pas, c'est un point d'interrogation. Déjà l'été dernier, il était pas loin de partir. Je sais pas, parce que là, Salah, il peut aller bouffer son argent comme tous les autres frérots, quoi, comme les Sadio et tout ça, tranquille, tu vas taper tes 50 millions par année en Arabie Saoudite. En plus, c'est déjà dans le Middle East, il est déjà très populaire, donc ça peut être très utile pour lui. Mais il fait une grosse saison quand même. Encore une fois, malgré le fait que Liverpool est en galère, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il fait partie de ces mecs-là. C'est encore là, je pense, la 4e saison d'affilée qu'il fait plus de 10 buts ou 10 passes décisives. Le double-double, 18 passes, 10 passes. Il disait qu'à part Wayne Rooney, il n'y a personne qui a fait ça, je pense. Et ça en fait un joueur vraiment d'exception, en fait, dans ce championnat-là. Le jour où Mohamed Salah va partir, il y a des gars, en fait, moi, je discute même plus avec eux. On connaît déjà nos Hall of Famers dans les 10 prochaines années, tu vois. On sait qui on va mettre dans le Hall of Fame. On sait que Salah sera dans le Hall of Fame. Parce que pour moi, franchement, c'est vrai qu'il y a eu cette rivalité-là, Sénégal-Égypte, un peu, qui a fait que de temps en temps, peut-être qu'on peut dire que voilà, j'ai été peut-être dur avec lui et puis tout ça et tout, mais franchement, c'est un grand joueur. C'est Salah, vraiment, moi, Salah. C'est vrai que bon, nous, on l'a fatigué, on lui a mis les lasers, on l'a éliminé, on l'a empêché d'aller en Coupe du Monde et tout. Mais n'empêche, c'est un top player. Et cette saison, il nous l'a montré plusieurs fois. Il y a eu la période du Ramadan qui a été un peu plus compliquée. Miskin, il aurait dû claquer des buts, mais bon. C'est dommage, il a eu beaucoup de ratés là-bas. Il y a eu beaucoup de ratés durant cette période-là. C'est le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, Salah, avec 157. Et honnêtement, s'il reste une saison en plus, il peut passer 6e. Parce que devant lui, il y a Defoe 162, Fowler 163, Henry 175, Lampard 177. Salah en a 157. Avec une saison à 20 buts, il passe devant Thierry Henry, par exemple. Plus de buts que Thierry Henry en première ligue. L'année prochaine, il peut le faire. Donc, dès l'année prochaine, techniquement, il pourrait le faire. Mais va-t-il rester ou pas? Je ne sais pas. Beaucoup de changements. Offensivement aussi, on va voir ce que ça va donner. Le nouveau coach qui va arriver, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus en détail. Ils sont en train de chercher un préparateur, pas un préparateur physique. Tu as vu, ils ont une annonce là sur LinkedIn. Liverpool, où ils cherchent un set-piece coach, donc un coach pour les coups de pied arrêtés. Donc vraiment, si vous avez en ce moment les capacités que vous pensez que vous pouvez aller travailler à Anfield, le seul problème, c'est qu'il faut travailler les samedis et les dimanches, ils ont dit. Donc, j'étais comme, ouais, mais c'est le rêve de nous tous de travailler les samedis et les dimanches si on devait travailler dans un club en première ligue. Il n'y a pas de problème. Donc, bref, voilà, et c'est ouvert. Donc, allez postuler. Si vous avez les capacités de pouvoir être la prochaine personne qui va faire mettre des buts à Kwanza, à Van Dijk et puis machin et tout ça. Aston Villa. Tout à l'heure, j'ai parlé de Emery, mais... Ouais,
C'est Aston Villa. Ils ont très mal fini. Hein. Oui, mais ça ne change rien sur le fait que ta saison, par rapport à un Emery qui prend ton équipe l'année passée, où tu as un Steven Gerrard qui se barre, je pense qu'ils sont 17e ou un truc comme ça, ton effectif, il n'a pas si grandement changé que cela. Tu as réussi quand même à, j'ai envie de dire, remotiver un tout petit peu. Aston Villa, c'était un grand club en plus. C'est un grand club d'Angleterre. En fait, c'est pas un petit club. Il y a des clubs qui sont des... Qui a gagné la Coupe d'Europe, qui a gagné la LDC. C'est Birmingham, quoi. C'est une grande ville aussi. Tu vois, il y a des... Là, tu penses que c'est pas... C'est Peaky Blinders. C'est ça. C'est pas les Fulham, machin, nos tontons de Crystal Palace, là. Non. Eux, c'est un très grand club européen et tout. Ils retournent en Ligue des Champions. C'est tout à leur honneur. Ils ont le meilleur passeur du championnat, Ollie Watkins. C'est assez drôle. Il a 13 passes décisives, mais c'est pas le boy qui était censé avoir 13 passes décisives. Je pense que ça prouve complètement les statistiques. Si tu es un vrai statisticien et que tu es là à regarder les expected pass and everything, tu te dis non, il y a un problème. Pourquoi Ollie Watkins est là alors que c'est pas celui qui a créé le plus d'occasions? Mais il y a eu énormément de passes en retrait. Tout ça, ça a été un attaquant pivot très pertinent. Il sait prendre la profondeur. Moi, je trouve que c'est beaucoup de respect pour cette équipe-là. Ils ont perdu le boy. Comment il s'appelle? Ils ont perdu le boy Camara à un moment donné, qui était très bon au milieu de terrain, qui malheureusement, je pense, va rater l'Euro. Mais sinon, ouais, il n'est pas dans la liste. Voilà. Mais sinon, globalement parlant, Moussa Diaby aussi, qui prend un risque quand il quitte l'Allemagne pour venir peut-être en Angleterre. On s'est dit, est-ce que c'est peut-être pour l'Euro? Malheureusement, il ne va pas le faire. Mais en termes de performance cette saison, le boy, il a été bon. McGinn, il a été exceptionnel. Franchement, globalement parlant, ça a été une belle équipe d'Aston Villa. Moi, ils m'ont plu. Ils nous ont battus 2 fois. On était là, on était présents, on a vu les matchs. On ne peut pas dire qu'ils ont volé. Donc, que veux-tu que je te dise? Unai Emery va aller en Ligue des Champions avec Aston Villa la saison prochaine. J'ai hâte de voir leur mercato et j'ai hâte de voir s'ils vont garder certains de leurs joueurs. Parce que Watkins, là... Douglas Luiz au milieu. Excellent. Et Arsenal voulait Douglas Luiz d'ailleurs il y a 2 mercatos. On s'était positionné. Bien sûr. Ouais, John McGinn, comme tu as dit, le capitaine, incroyable joueur. Bon, toujours Emiliano Martinez, l'antagoniste. Non, c'est belle équipe. C'est sûr. Grosse surperformance. Quand on regarde les chiffres avancés, ils ont un différentiel de but juste sur but marqué versus but encaissé. Leur goal average, quoi. C'est Aston Villa, c'est plus 15. Mais leur différentiel de XG, c'est plus 2. Donc ils ont bien surperformé des deux côtés. Je pense que parce que Emiliano Martinez dans les buts a fait beaucoup d'arrêts. Et, devant Watkins a été tueur. Mais ouais, ça va être intéressant en LDC. C'est toujours le cap de la LDC, les ressources supplémentaires que ça demande. C'est toujours un défi pour un club qui est pas programmé pour la jouer. Après, c'est un club de PL avec des ressources immenses. Ils vont aller te chercher des bons boys, tu vois, genre, Villa peut aller essayer d'aller récupérer peut-être un boy comme hier qu'on a vu, un boy comme Lookman par exemple, qui a fait une très bonne. C'est-à-dire que. Et qui a joué en première ligue à Everton. Lookman, il était à Everton ou à Leicester? Ouais, ça n'avait pas trop bien marché. Ouais. Il était prêté à Everton de Leipzig, je crois. C'est ça. Donc, tu sais, il y a des trucs comme ça où tu peux regarder et te dire, Villa peut sans aucun problème se positionner certains joueurs. Donc, j'ai hâte de voir. Et je sais qu'Emery, il a de grosses ambitions. Je sais qu'il a de grosses ambitions. Et je sais qu'il a envie de marquer l'Angleterre un peu. Et c'est un bon club. Tu sais, moi, j'aime bien ces clubs-là où tu sais, tu as la passion. En fait, en Angleterre, déjà, tu as toujours la passion des fans, mais tu sais que tu as déjà une structure qui est bien solide. Donc, si tu as un bon leader, tu es capable de les amener haut. Et souvent, historiquement, il y en a plein des grands clubs anglais comme ça qui sont passés de la première à la 5e division out of nowhere. Il y a des clubs qui ont disparu ou presque, en fait. Des clubs, je regarde la dernière fois que, je sais pas, Sunderland ou machin, etc. Donc, si tu as ce bon leader-là, Emery, il l'a été cette saison. Franchement, félicitations à lui. Ça peut aller loin. Tottenham. J'ai pas grand-chose à dire. Super début de saison, incroyable, le Hangé Ball. Super début de saison, quoi. 10e journée, ils étaient premiers, ils sont venus sur le terrain, je sais pas c'est contre qui ils avaient gagné, ils ont ramené toute leur famille. Ils peuvent nous expliquer pourquoi ils ont fait ça? On n'était même pas à la 5e, 6e journée, tu vois les Bissouma avec les enfants, les machins, les trucs, comme s'ils fêtaient le titre, parce qu'ils étaient premiers après 10 journées. C'est que Tottenham, franchement, c'est les tocards qu'ils pensent qu'ils sont, vraiment. Et le pire, excuse-moi Willou, je vais te laisser finir, c'est le coach. Moi j'ai mal. Moi Tottenham, j'ai rien à dire, mais j'ai juste mal pour Ange. Parce que je trouve qu'Ange, en fait, il est plus grand que Tottenham. Il est plus grand que ce club. Désolé. Voilà. C'est tout. D'accord. Alors ça c'est la vie de Stan. Je m'inscris pas vraiment là-dedans. Parce que non, Ange, en vrai, je le kiffe. J'écoute tout le temps ses conférences de presse et tout. Il a sa langue bien pendue. Il est sans filtre, etc. Bon, Tottenham, c'est quand même un club qui allait en finale de Champions il n'y a pas longtemps, qui joue le top 4 régulièrement. Lui, c'était une sacrée opportunité de coacher les Spurs. Et il l'a saisi vraiment au point de devenir
un des personnages de Première Ligue, mais un personnage à la fois positif, bienveillant, avec qui quelque part c'est un peu le gentil quoi, parce que c'est le good guy, parce que son idée c'est un football positif, un football optimiste. Je me souviens de ce match contre Chelsea avec la ligne haute là, jusqu'à la 90e minute, et des quelques images légendaires qu'ils nous ont offert du côté des Spurs, et faire cette saison où t'es pas loin de la Champions, tu fais le départ monstrueux jusqu'à la blessure de Maddison qui leur fait mal aussi. Tout ça, l'année où Kane part, c'était magnifique. Et pour les Spurs, pour les supporters des Spurs, je sais qu'il y avait ce truc de... le classement, c'est une chose, ok, mais nous, on veut surtout reprendre du kiff. On a ce stade magnifique. Quand on va au stade, on n'a pas envie de voir les Spurs de Conte qui jouent un football extrêmement cynique et juste de la transition avec Kane et Son. On veut voir quelque chose d'extrêmement... moderne quoi, et kiffant et intense, et à Tottenham ils ont retrouvé ça cette saison. Donc après je pense que Postecoglou, comme je te dis, je regarde à chaque fois que je fais du montage, il y a les conférences de presse des entraîneurs de Première Ligue sur Beanman Sports, je me mets ça un peu en fond, et son message de on s'en fiche du classement, on s'en fiche du classement, on s'en fiche du classement, nous tout ce qui compte c'est développer notre identité de jeu, j'aime bien. Faudra voir jusqu'où ça te porte, parce que même un Guardiola, même les entraîneurs les plus idéalistes entre guillemets du monde, qui ont des principes très clairs, en fait ils le sont pas tant que ça. Leur principe clé c'est gagner. Donc si Postecoglou est le gars qui meurt sur l'autel de l'esthétisme jusqu'à la fin, à un moment quand même ce sera un problème. Mais pour l'instant, ce qu'il a réussi à faire en une saison à Tottenham, transformer l'identité de ce club, et c'est top. Et quand j'entends qu'il y a des petits... sur la fin de saison, apparemment, je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a des petites dissensions avec Levy. Je crois que Postecoglou était un peu fâché, il ne se sentait pas super bien soutenu. S'il perdait Postecoglou là, si Postecoglou se barrait, ce serait une immense perte pour Tottenham, et tu repartirais de zéro, alors que tu es en train de remonter la pente. Et ils font quelque chose d'intéressant. Donc ouais, non, franchement, je pense que même si tu finis au pied du top 4, pas de Champions, ça reste quand même une saison vachement encourageante. Et je pense que les supporters des Spurs sont heureux dans l'ensemble. Blague à part, franchement, ok, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, effectivement. Il y a le fan d'Arsenal qui va parler, c'est évident, donc c'est Tocard-là, je ne peux pas dire beaucoup de bonnes choses sur eux. Cependant, je peux dire des bonnes choses sur le coach, en fait, tu vois. Et c'est là où moi je te rejoins totalement, c'est que moi je pense qu'il y a une chose qui est très importante, et je regardais par exemple, ils expliquaient les différentes étapes de la transformation d'Arsenal avec Mikel Arteta, tu vois. Et la première chose que tu dois changer en tant que tel, c'est ta culture d'entreprise. Tu vois, c'est la mentalité qu'il y a dans ton entreprise, ça que tu dois changer. C'est ce que fait Jürgen Klopp quand il arrive à Liverpool. Première conférence de presse, il leur dit « We have to go from doubters to believers ». And then we will become conquerors, en fait. Et cette phrase-là, ils l'ont marquée partout dans Liverpool, parce que dès le début, le gars leur a dit que arrêtez de douter de vous-même, en fait. Croyez en vous, je vais être capable de le faire. Croyez en vous, arrêtez de regarder les autres. On va le faire, on va revenir. Et Liverpool l'a fait. Arteta arrive à Arsenal, c'est un peu cette même mentalité-là, en fait. Ça veut dire comment change la culture un tout petit peu, comment change cette mentalité-là. Tu connais la phrase de CEO Culture eats strategy for breakfast. La culture dévore la stratégie. La culture est beaucoup plus importante que la stratégie. Je la connaissais pas, mais ça fait énormément de sens. Ça fait tellement de sens, parce que une fois que tu as instauré ta culture d'entreprise et que tout le monde y adhère, tu peux automatiquement voir ce que tu dois virer. C'est comme ça que l'évolution se fait. Arteta, il arrive, il met sa culture. Les gars adhèrent. Ceux qui n'adhèrent pas, il les voit petit à petit. Donc, il sait que son Oba, il doit sortir. Il sait que son Laka, il doit sortir. Que son Guendouzi, il doit sortir. Il sait que son machin, il doit sortir. Il sait que, etc., etc., etc. Désolé pour tous ces jours-là. Mais bref, le coach a son idée. Au niveau administratif, il y a peut-être des gens qui ont été virés. Nous, on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas quand il y a un mec qui est viré au niveau de l'intendance ou au niveau de machin, etc. Donc, il y a pas mal de changements qui sont faits parce que tu as déjà instauré ta culture, et soit tu adhères, soit tu te barres, en fait, tu vois. Donc, il y a différentes étapes. Aujourd'hui, à Tottenham, je suis désolé, depuis que des années et des années, ils n'ont pas de culture, en fait. Je suis désolé. C'est que moi, Tottenham, c'est pas parce que c'est notre ennemi ou quoi que ce soit, mais il faut leur dire la vérité. Tout coach qui vient à Tottenham te dit la même chose. Quand il sort, il est découragé. Ok, Conte ne sait pas jouer au football, il joue défensif. Mais Conte, il a gagné quoi? Il a gagné à la Juve, il a gagné à Chelsea avec des comment il s'appelle, des Victor Moses latéral truc et des Marcos Alonso. On était là, on était vivants. José Mourinho a gagné partout. Il arrive à Tottenham, il est trop choqué. Tous ces mecs-là, ils sortent de là-bas, ils s'assoient. Nuno Espiritu Santo, whatever. Ils s'assoient, ils regardent, ils se disent, mais il y a un problème. Et quand tu me parles de Daniel Levy, je te dis, mais le problème, il vient de là. C'est la culture. Donc, quand tu as un Ange Postecoglou qui, durant toute la saison, a un très beau discours, et tu l'as dit, il a un discours
pacifique. Ange a fait même que nous, en tant que fans d'Arsenal, franchement, moi, je m'entendais avec les boys de Tottenham, quoi. Cette année, on pouvait discuter parce que le coach, il est pacifique, il sait parler, il est intelligent. Tu sens qu'il veut amener l'équipe quelque part. Il a dit en fin de saison qu'il y a un football que lui, il veut jouer, mais qu'il n'a pas l'effectif en ce moment pour le faire. Et moi, je suis d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe de Tottenham-là. Je trouve même qu'ils ont effectivement peut-être même surperformé sur la saison parce qu'ils vont aller chercher cette 5e place-là, alors qu'il y a des effectifs qui étaient pour moi meilleurs que eux, qui n'ont pas fait ce boulot-là. Donc pour moi, tu as un très bon coach, donc laisse-le travailler. Il va changer cette culture-là, il va changer la mentalité des supporters. Le supporter d'Arsenal était devenu pessimiste. Il en avait marre du football. Il ne regardait plus, il l'insultait, machin, etc. Arteta a changé la mentalité, la perception du supporter. Redevenez confiant. On a été 2e. Il prend le micro et nous dit, les gars, moi, j'ai pas fini, quoi. C'est pas ça l'objectif. L'année prochaine, on revient. Mais moi, en tant que supporter, j'y crois. Donc, quand tu as un coach qui parle aussi bien, qui est aussi intelligent que Postecoglou, et que tu as un président aussi tocard que Lévy, eh ben, tu devrais te taire et rester dans ton coin et laisser les gens diriger ton club. Pour moi, c'est ça le problème à Tottenham, c'est que personne ne peut travailler en paix. Et il va se faire virer à un moment donné, comme tu dis, alors que le gars a besoin de travailler. Moi, je suis sûr que Postecoglou, tu donnes 2 ans, 3 ans, il fait de ce club-là encore un top club. Franchement, un top club. Il a les capacités, mais il faut être en paix pour pouvoir travailler. Il faudrait aussi que les supporters soient dans le mood. Il est coach, il ne s'entend même pas avec ses supporters. Il est en plein match, il se retourne pour venir leur dire ouais mais arrêtez de chanter ça ou faites pas ça ou faites comme ça. Tu sens qu'il y a vraiment, il y a trop de... Comment tu peux être coach, tu viens en conférence de presse, tu me dis que j'ai appris cette semaine que les fondations à l'extérieur du club sont aussi faibles que les fondations à l'intérieur du club. Mais il y a un problème. I'm sorry, pour moi, Ange, il faut le laisser travailler, si c'était comme moi. Mais Tottenham, leur problème est beaucoup plus profond que Ange Postecoglou. Et ça fait des années que ça dure. C'est pas possible. Tu peux pas changer chaque année de coach comme ça là et pas me faire croire que Daniel Levy n'est pas le dénominateur commun de tous ces problèmes-là. Donc voilà. Moi, c'est ce que j'avais dit à Tottenham. Mais bon, Tottenham, c'est toujours beaucoup d'émotions. Donc on va dire Westany ces trucs, mais c'est très gentil. Ah, mais je pense qu'il va rester. Moi, je serais positif, je serais optimiste s'il reste. Si j'étais supporter de Tottenham, parce que je pense qu'il va rester. Je pense qu'il y a à chaque ligne des joueurs qui notamment se sont révélés cette saison, le début de saison de Bissouma par exemple, Pape Matar Sarr aussi au milieu de terrain, Udogie malheureusement s'est blessé, mais top latéral, Mickey Van de Ven, je trouve que c'est une super prise, Brennan Johnson grave, donc ouais, franchement il y a d'autres qu'on n'a pas cités. Il y a une bonne ossature et surtout une ossature de développement. Après voilà, tu regardes la fin de saison de Tottenham, ils perdent contre Chelsea, ils perdent contre Liverpool, contre Arsenal, contre Newcastle, 4 matchs d'affilée, contre City, voilà, il y a des gros clubs en première ligue et il y a des clubs qui ont peut-être qui travaillent depuis un peu plus longtemps que Tottenham et qui ont un effectif un petit peu plus vaste. Et c'est la PL, quoi. Finir 5e en PL, c'est loin d'être déshonorant pour une saison de reconstruction, transition. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère qu'ils vont le laisser travailler en paix et que ça va lui permettre de pouvoir construire une équipe parce que moi, j'ai vu des choses intéressantes. Franchement, comme tu dis, en termes de football, tout ça, on a vu un Tottenham beaucoup plus engageant, beaucoup plus intéressant à voir. Maintenant, il faudrait qu'on le laisse travailler. Donc voilà, ça nous amène sur un club qui a viré son coach, alors que le mec, il finit la saison avec 6 matchs, 6 victoires ou whatever. Je sais même plus, il va se qualifier en Europe. Et là, on parle de Chelsea, Pochettino out. Finalement, la saison de Chelsea, ça, je trouve que, tu vois, par exemple, moi, tu me demandes la saison de Chelsea. Pour moi, Chelsea a fait une bonne saison. Pour moi, Chelsea a fait une bonne saison. Je ne m'attends pas à mieux que ça de la part de Chelsea. Franchement. Maintenant, tu peux être fan de Chelsea et te dire que oui, parce que machin, l'Europe, etc., on devait se qualifier en Ligue des Champions, on devait gagner le titre, on devait... Non. Moi, je le vois d'une autre manière en me disant qu'il y a eu énormément de blessés dans cette équipe-là en début de saison et ça leur a plombé leur équipe, en fait. Parce que tu as basé ton mercato sur ces blessés-là, en fait. Tu as basé ton mercato sur tes Chukwuemeka, tes Madueke et tes... Comment il s'appelle là, le français, et tes Christopher Nkunku. Donc, à but ou offensivement, tout cela, il te lâche et que finalement tu réussis à t'en sortir clopin avec ton Nicolas Jackson durant toute une saison et ton Cole Palmer qui est juste exceptionnel. Sterling, tu l'as eu à un moment donné, tu l'as perdu à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'instabilité au niveau de Chelsea. Défensivement aussi, on l'a vu au courant de la saison, ça n'a pas été facile, ils ont été trop nuls, ils ont pris des buts face à des équipes qui ne doivent pas prendre des buts, ils menaient au score, ils se sont fait reprendre. Chelsea, ils te marquent un but, tu sais que tu vas égaliser, c'est-à-dire que pour moi, Pochettino, il a géré au maximum. Et l'année passée, ok. Cette année, ok. Pour moi, l'année prochaine, c'était peut-être l'année où ça se stabilise à Chelsea. Et que Chelsea vise le top 4 ou le top 3. Et il le vire. 11e défense pour Chelsea. 63 buts encaissés en 68 journées. Autant que de points pris. Ouais, c'est 6e. C'est plutôt
c'est une bonne nouvelle vu la direction que ça prenait. Pendant longtemps, Chelsea était 10e, c'était le gros truc. Chelsea 10e, ça bouge pas, qui gagne, qui perd, il reste 10e. Finalement, ils finissent à 5 points de la LDC, à 5 points d'Aston Villa, qui a beaucoup perdu sur la fin. Je pense que Chelsea, la strat, c'était en début de saison, t'achètes tellement de joueurs, tu testes, et sur cet énorme réservoir, tu vas trouver. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils sont partis sur le petit Brésilien là, qui devrait rejoindre le club en 2025. Ils vont encore poser genre une 60aine de millions sur Washington, je crois qu'il s'appelle. J'en ai entendu parler un petit peu il y a quelques semaines. Donc ils sont toujours... David Washington, c'est ça. Donc ils sont toujours dans cette optique de trouver la future perle. C'est un peu... Je pense que Todd Boehly, l'idée, c'est on va trouver le futur Mbappé, le futur Bellingham, le futur Yamal, on va le trouver et ça coûtera ce que ça coûtera. Mais à un moment, quand on achète 10, il y en a un qui va se révéler et tu auras la pierre sur laquelle construire ton club. Avec Cole Palmer, ils ont commencé à la trouver. Franchement, cette saison, personne ne l'attendait. Donc ouais, il y a des... Moi, sur Chelsea, je suis toujours... En fait, j'étais optimiste jusqu'à ce que j'apprenne que Pochettino parte. Sur la saison prochaine, je me disais, franchement, Pochettino, pareil, j'ai écouté toutes ses conférences de presse. Je le trouvais très en phase avec ce qui était en train de se produire, très lucide. Je trouve toujours que c'est un très bon coach, peu importe ce que pensent les gens. Et après, il n'a pas été viré. Ils se sont séparés mutuellement. Et ça m'inquiète un petit peu parce que du coup, je pense pas que ce soit juste un truc diplomatique de Chelsea. Parce que sinon, si c'était clair et net qu'ils avaient viré Pochettino, on saurait là déjà qui le remplace. Parce que tu vires pas ton coach sans savoir qui le remplace derrière, surtout en fin de saison comme ça. C'est pas pour provoquer un électrochoc ou quoi que ce soit, donc normalement on saurait. Et du coup, ça m'inquiète un peu que Pochettino ait voulu partir, ou soit d'accord pour partir, ou qu'il y ait un petit peu de lui dans cette décision. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai plutôt confiance en son jugement. Et quand je me dis que lui a voulu s'en aller, c'est peut-être qu'il n'a pas un très très bon feeling sur la manière dont le club est dirigé, sur l'avenir de Chelsea. Donc ça, c'est peut-être un peu... On va voir, hein, franchement, Todd Boehly, depuis qu'il est arrivé, il n'a convaincu personne. Donc on va voir, ça... Ouais, c'est sûr. Après, de toute manière, les présidents comme ça, c'est du travail sur le temps long qui juge. C'est dur en une année et demie. Avant que je disais un peu dans la vidéo sur l'OL, Textor, etc. Avant que tout le bateau tourne, tu sais, il y a un temps de latence, quoi. Toi, tu tournes le gouvernail et après, on voit 2 ans plus tard si ça a tourné effectivement dans la bonne direction, quoi. C'est des immenses machines. Les transferts, ça prend du temps. Il y en a tellement qui ont été faits. Donc, bon, on verra. Mon idée, c'est que tu ne dépenses pas autant d'argent sans une idée, un plan derrière. Quand je voyais toutes les manigances, fair play financier, etc. Moi, en vrai, je continue de croire en Chelsea pour l'avenir. On verra l'année prochaine. Je pense effectivement, là, ça fait 1 an et demi, je pense qu'il est là, Boehly. Donc à un moment... il faut quand même que ça se voit et saison prochaine, elle est assez cruciale parce que s'il y a une 3e saison d'affilée pour Chelsea sans qualif en LDC, c'est pas à la hauteur du rang même financièrement, de ce club. Même financièrement, en plus, avec le fair play financier, tout ce que tu as dépensé, à un moment donné, moi, je m'attends à un retour de bâton. Ça fait 2 années que tu fais pas la Ligue des Champions. Tu fais partie des clubs qui dépensent comme si tu étais en Ligue des Champions. En fait, c'est ça la vérité. Donc, est-ce que tu vas vendre cet été? Est-ce qu'il y a des boys qui vont partir? Est-ce qu'un Enzo Fernandez va essayer d'aller je ne sais pas où, whatever? Parce qu'il y a des boys qui ont une grosse valeur marchande encore à Chelsea. La plupart des joueurs même ont une grosse valeur marchande parce qu'ils sont jeunes, ils sont talentueux. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. L'effectif, pour moi, je n'ai pas arrêté de le dire toute la saison. C'est un des effectifs les plus talentueux, en fait. Eux, ils n'ont pas beaucoup de... Il faut juste un bon shepherd capable d'amener ce troupeau-là quelque part. C'est ça, manque un peu d'expérience. Il y a Thiago Silva, il va partir, là, tu aurais fait 1 ou 2 recrutements en défense, tu solidifies un gars pour encadrer tes Badiachil et puis tes comment il s'appelle, tes Dissassi, tout ça. Il y avait moyen, je pense, mais bon, comme tu dis, on ne sait pas. À l'amiable, est-ce que Mourinho va revenir, etc. Bref, en tout cas, on va voir Chelsea. Ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, tu vois, genre la saison dernière, c'était le fiasco total, Graham Potter, etc. Mine de rien, la saison 22-23, ils finissent 12e avec 44 points. Là, ils sont passés d'une saison à l'autre, ils ont pris 20 points de plus, quoi. Ils finissent avec 63 en 2023-2024. Comme on dit, ils sont à 5 petits points de la Champions. Ils ont fini très très fort, ça sauve un petit peu la face. Mais pareil aussi sur les stats avancées, expected points, ils sont à 1 point
du top 4. Si on tu regarde les... Je pense que Jackson, les gros ratés de Jackson pendant longtemps, même s'il a mieux fini la saison, ça aussi, pendant longtemps, je trouve que ce qui se passait bien à Chelsea sur le terrain se matérialisait pas sur le score. Parce qu'ils encaissaient des buts stupides et parce que Jackson ratait énormément d'occasions. Alors que pourtant, tu voyais du travail, tu voyais un petit peu les actions tableau noir, les actions travail à l'entraînement sur la sortie de balle. Il y avait des séquences à Chelsea de sortie de balle qui étaient vachement intéressantes, je trouvais. Et bon, mais après, le foot, c'est les deux surfaces. C'est dommage. Quand on va voir la saison prochaine, donc ça nous donne un Chelsea qui va essayer qui va jouer finalement la Conference League. Voilà, c'est la Conference League. Disons qu'ils ont l'effectif, ils ont l'effectif pour la jouer. Quoi. Ils peuvent mettre une équipe B, et voilà. Non, mais je veux dire, ils mettent une équipe B et ils s'en foutent. La Conference League, c'est l'équivalent de la FA Cup. Sans que ça leur prenne des... C'est eux qui vont avoir le plus gros budget de la Conference League au complet. Est-ce qu'ils n'ont même pas un plus gros budget que même ce que l'UEFA met dans la Conference League? Tu me dis quoi? que toutes les autres équipes combinées, ils doivent gagner la Conference League, là, normalement, même avec une équipe B. Mais on va voir ce que ça va donner la saison prochaine et aussi qui va être le coach. Les derniers et non les moindres, j'ai décidé de sauter Newcastle. On reviendra là-dessus. Dans tous les cas, on reviendra plus en profondeur avec le mercato à gauche et à droite. Manchester United qui finit hors du top 7 pour la première fois de son histoire depuis, je ne sais pas, en tout cas moi j'étais pas né. Oui, c'est l'histoire de la première ligue. Ils n'ont jamais fini hors top 7. Depuis 92 là, ou 93, ils n'ont jamais fini hors top 7 déjà à la base. Je peux vérifier. c'est Manchester United quoi en fait. C'est pas Ferguson, depuis qu'il est venu, il a déjà fait moins que 7e. C'est Fergie. C'est de 92 à je ne sais pas quoi. C'est Fergie, non? Il n'a jamais fait moins que 7e. C'est Fergie, il tapait tout le monde. Donc c'est la pire saison de l'histoire de Manchester United. C'est-à-dire, il n'y a pas... Il ne faut même pas essayer de discuter. C'est la pire saison. Et la seule chose qui permet à Ten Hag, jusqu'à présent, d'être aujourd'hui coach en date du 23 mai, c'est parce que dans 2 jours, dans 48 heures, il a une finale de FA Cup face à Manchester City. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne discute même pas avec les fans de United. C'est tout. Il n'y a aucune autre raison pourquoi Ten Hag est encore là. Tu ne peux pas faire cette... Ferguson a fait... je suis en train de checker parce que je me souvenais quand même, j'ai fait ma vidéo sur Ferguson et le début, quand il arrive, il y a des saisons très très compliquées et il est reconnaissant après qu'on lui ait donné le temps. Parce qu'il y a des saisons 88, 89, 90... en 89 et 90, United finit 11e et 13e et il y avait Ferguson à l'époque. Oui. Le début, ça a été compliqué. Hein. Le début de Ferguson à United, il a fallu des années avant que ça se mette. Quand il arrive aussi, c'est un United qui est dans un creux, je pense. C'est pas le... tu vois, bien sûr. Mais après, ils sont là aussi. Hein. Là aussi oui, c'est ça, ils sont dans un creux. C'est pour ça que je dis que maintenant, c'est un choix à prendre en fait. Ton Ten Hag, soit tu le laisses travailler en te disant que l'année prochaine, ça va aller mieux et tu espères encore une fois, soit tu changes de coach. Mais Willou, moi, je suis désolé, quand je vois la saison de Manchester United, il n'y a pas grand-chose de positif que je sors de cette saison-là, en fait, tu vois. C'est-à-dire que même quand tu regardes, c'est-à-dire que United, c'est les seuls dans le top 8 à avoir un goal average négatif, en fait. Le goal average négatif commence à partir de Manchester United. Exactement, c'est ce que j'étais en train de regarder. De quand on remonte leur dernière saison avec un goal average négatif. Un goal average négatif, c'est qu'on a encaissé plus de buts qu'ils ont marqué de buts. Il y a un problème. Mais c'est vrai que c'est aussi le cas de l'OL cette saison. On est à moins 6 de goal average, alors qu'on a fini 6e. Toi, tu es à moins 6, mais toi, à un moment donné, tu étais 18e. Toi, à un moment donné, à la 15e journée, tu es 17e en fait. On ne s'attend pas à ce que tu finisses 6e, tu vois. Donc toi, tu me fais une deuxième partie de saison exceptionnelle. Donc ton coach là, et puis tout ce qui s'ensuit, et ton Lacazette qui est magnifique, et puis tout ça, je les pardonne parce que je me dis, les gars ont su quand même retourner la situation à un moment où personne ne s'y attendait. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Lyon finisse devant Marseille, machin. Au contraire, c'est eux les tocards. Et nous aussi, comme United, on a une finale de coupe mais toi, dimanche, au moins, tu vas en Coupe d'Europe. Tu fais l'UEFA l'année prochaine, tu fais l'Europa. C'est vrai. Alors que United, je suis désolé. Hein. À part Kobe Maino, je te dis, je cherche peut-être Garnacho. C'est vrai. Ça, c'est le bon truc de la saison. Et that's it. C'est tout, en fait. Sinon, mis à part ça, Rashford, il va pas à l'Euro. J'en ai parlé hier dans une vidéo, mais pour moi, ça, c'est grave. Ouais. C'est très grave. Il y a des choses, ça passe crème. Genre, c'est pas crème pour tout le monde. C'est pas crème. Non, c'est très grave. Rashford. Et tu penses quoi de la première saison, du coup, de Højlund ? Ça va. Parce que toi, tu as vu plus de matchs d'United que moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais ça va. Tu vois, en fait, je me dis, tu sais, le problème de ce profil-là, quand tu as ton voisin, il a Haaland,
que l'autre voisin du Nord, ils ont Darwin Nunez, tu vois, ils sont allés chercher des profils, donc tu t'attends un peu. Donc tu peux idéaliser un peu l'arrivée du boy. Donc tu l'idéalises en disant, il va arriver, hit the ground running, le boy va réussir à un truc. Il me fait une saison à combien de buts en Première Ligue, 10. ton Højlund? Il te fait une saison à 10 buts en Première Ligue. Je pense que la plupart des 10 buts, dans les 10 buts, il y en a pas mal qui ont été marqués en fin de saison. Je l'ai trouvé pas mal en fin de saison. Il y en a eu 5 en Ligue des Champions aussi, alors qu'United est éliminé dès les groupes. Oui, c'est lui qui était chaud en début de saison, c'est vrai, quand ils ont joué les Galatasaray et puis Bayern tout ça. Là, aussi, non, n'est-ce pas? Bayern, il marque. Je me rappelle et tout. Donc moi, je pense que globalement parlant... Moi, mais ouais, sur les 10 buts en PL, il y en a 9 qui sont en 2024. C'est la raison pour laquelle je dis que sa deuxième partie de saison, elle est bonne. Donc, je mets tout ça en contexte. Il vient d'arriver, il arrive dans un club où il n'y a pas beaucoup de stabilité. Dans un club où Cristiano Ronaldo, il y a un an, il nous a dit qu'il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes administratifs. On a cru que Cristiano était capricieux, mais la vérité, c'est qu'il disait la vérité. Comment est-ce qu'Arsenal joue un match, on sort des vestiaires, il pleut? Mais on est où là? T'as pas vu la vidéo? Si, j'ai vu. Ouais, même, c'est disons que les infrastructures totales à United sont à refaire. Wilou, pardon, franchement. Wilou, tu vas au Népal, tu vas au Botswana, tu vas à Haïti, frère. Je dis, même les gars, quand même, ils se respectent à un certain niveau. D'où tu es Manchester Après, au Botswana, United. attention, pas loin, si je me trompe pas, il y a des grandes cascades, des grandes chutes d'eau aussi. C'est pas la région des Grands Lacs, là où il y a les fleuves, là, Botswana, Tanzanie, machin, tout ça, là. Mais ouais, donc je regarde ça et je me dis, ils n'ont pas le droit, en fait. Ils n'ont pas le droit d'être Manchester, que Old Trafford soit aussi vieux, aussi... C'est même pas vieux, c'est un charme, c'est vétus. Non, c'est vieux, ça va tomber en ruine, en fait. On était là cette année, Arsenal est venu jouer il y a 2 semaines là-bas, il pleuvait dans les vestiaires parce qu'il y avait la pluie à Old Trafford. Donc moi, Højlund, je me dis, globalement parlant, il fait une bonne saison. Je ne peux pas lui en vouloir personnellement en disant, faut pas avoir beaucoup plus d'attentes sur le boy. Oui, il a coûté cher, mais il a coûté cher dans un contexte où il y a pénurie d'attaquants. C'est pour ça qu'il coûte 70 millions. Puis son profil, ne vaut pas 70 millions. Il ne vaut pas 70 millions. Soyons sérieux. Sur son rendement actuel, non, mais sur le profil, un avant-centre d'1m91 qui est rapide, qui prend la profondeur et qui a 21 ans. En plus, Højlund, moi je trouve très très intéressant avec le Danemark à l'Euro parce que il n'était pas là à la Coupe du Monde. Il a pas joué, il n'était pas dans le groupe. 21 ans, il est tout jeune, il vient d'arriver. Il n'était pas là sur le flop du Danemark à la Coupe du Monde. Et il n'était pas non plus là quand ils ont fait le Superbe Euro. Mais il a planté 7 buts en qualif avec le Danemark. C'était le meilleur buteur de ce groupe-là de qualif. Donc franchement, intéressant son Euro dans un autre contexte. Tu vois, Danemark. Peut-être qu'il va nous faire comme le boy Patrick Schick. Voilà, Patrick Schick qui était venu nous traumatiser à l'Euro passé. Il va faire ça peut-être, on ne sait jamais. Mais ouais, moi, c'est ça que j'avais à dire. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Sinon, il y a des positifs un peu. Bon, Maguire, il est revenu à un niveau quand même décent cette saison. Sinon, c'est dur. J'ai pas grand-chose. Onana, c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts. C'est un des qui a encaissé beaucoup de buts, mais il fait une très bonne saison pour moi. Onana, il fait une bonne saison. Quand tu vois les actions lui, il prend des buts, c'est vrai. Mais bon, la plupart des gardiens prennent des buts. Mais lui, il prend trop de tirs. Je pense que c'est United est le club qui a pris le plus de tirs. Ils ont pris plus de tirs presque des fois que des Burnley, que des clubs qui jouaient la 17e ou la 18e place. C'est pas normal. C'est pas normal, en fait. La dernière fois, je regardais un truc, c'est Paul Scholes. Il était découragé, le pauvre. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Je sais pas s'il y a un match, ils ont encaissé 20 tirs ou je sais pas, il était choqué. Paul Scholes, il a gagné 13 fois la Première Ligue. Il a gagné 13 fois la Première Ligue. Lui, il peut pas comprendre. Il est là, assis, il regarde, il est comme... Il comprend pas. Ils sont devenus trop nuls. Je suis désolé. Donc voilà, saison. Ouais, mais t'as raison, hein, sur les chiffres avancés, c'est ça que je regardais. Onana, il a sorti plus de buts qu'un gardien moyen. Il est à plus 2,2 sur ses PSXG. Ça en fait le 5e meilleur gardien de Première Ligue sur sa ligne cette saison, sur les chiffres. Et moi, je le félicite parce que avoir des tocards comme ça devant et puis des changements, tu vois, tu finis la saison avec Johnny Evans, Kambwala, comment il s'appelle le petit là, Kambwala, Willy Kambwala. Voilà, c'est ça, Kambwala, Johnny Evans. C'est difficile. Evans, il peut pas jouer plus que 60 minutes, il peut pas jouer plus que 50 minutes. Il sort tout le temps. Tu es obligé de faire ce même changement-là. En fait, il y a rien qui va. Franchement, j'ai retourné l'affaire dans tous les sens. Si j'étais fan de United là en ce moment-là, je serais en position fœtus et je me couche. Frère, je me couche, mec, je laisse tomber, je te dis, wesh. C'est dur. Gérez-vous et puis on se revoit dans 2-3 ans parce que, en fait, tu sais, il y a des clubs, j'arrive à me projeter. Mais là, United, j'arrive pas à me projeter en fait, je sais pas. J'arrive pas à me projeter, je sais pas, je trouve que la saison Il faut dire aussi avec United quand même, ce qui est un peu dingue, c'est que la saison de Sancho,
Tu sais, chez toi catastrophique. Et là, il va jouer une finale de LDC dans 10 jours. Là, c'est ouf. Et puis Southgate ne l'a pas appelé. C'est que Southgate aussi, à un moment donné, il faut qu'on vienne parler avec lui aussi sur des affaires là. Il y a des boys là qui sont allés. Après, moi, je pensais que Sancho allait. Boy, quand tu as la deuxième partie de Sancho, moi, Sancho allait, mais juste pour le mental, boy, juste pour le groupe. En fait, parce que le boy, il est pertinent, il sait jouer au foot. C'est juste mentalement, il s'est perdu. Et là, il s'est retrouvé à Dortmund. Je sais pas. Bon, après, ça peut être autre chose. Peut-être aussi que tu l'aurais amené, ça l'aurait grillé aussi. Peut-être qu'il a besoin d'être dans un cocon. Mais c'est drôle de te dire que Sancho n'a pas joué une minute à Manchester United. Il s'est disputé avec le Ten Hag. Ça s'entendait plus. Excommunié. Il a supprimé son compte Instagram, supprimé toutes ses photos. Il était en dépression et machin, etc. et tout. Il arrive à Dortmund et il fait le match qu'il nous a fait en quart de finale, demi-finale, tout ça. Donc, incroyable. C'est United, ça va mal, franchement le club va mal, donc voilà. La famille, on aurait pu continuer cette vidéo pendant plus d'une heure. Ouais, tu veux pas qu'on parle de Luton et Sheffield United qui a encaissé 100 buts, plus de 100 buts cette saison. Laisse tomber mec, tu veux dire... Sheffield, allez. 104 buts. Ils vont monter, ils vont redescendre, ils sont descendus, ils vont remonter. Burnley, je pense que... Ouais, Sheffield, ils ont été très décevants. Mais Sheffield, ils perdent leur meilleur joueur en début de saison, c'est Iliman Ndiaye. Je pense que ça leur a joué, c'est un gros transfert. Plusieurs de leurs très bons joueurs. Ouais. Ils ont perdu aussi le gars au milieu de terrain là, qui était très très important pour eux. Les supporters, je me souviens, étaient déprimés. Tout le monde mettait Sheffield 20e dans les pronos d'avant-saison parce que ça se voyait qu'ils savaient eux-mêmes, le club, qu'ils allaient redescendre. Ils étaient là pour prendre l'argent de la première ligue. Ils n'ont même pas essayé de faire une équipe compétitive. Ils ont lâché tous leurs bons joueurs avant le début de saison. T'as raison, Iliman Ndiaye, mais aussi un autre gars qu'ils avaient acheté qui s'appelle Sanderberg, le Norvégien. Et ils l'ont vendu à Burnley en plus, un concurrent direct pour le maintien et tout. Je me souviens, c'est ce moment-là où les supporters de Sheffield ont pété un câble. Genre. Yeah. Donc on verra. C'est vrai que les paiements parachutes en première ligue, tu sais que tu continues de toucher même quand tu redescends en Championship, sont tellement costauds que généralement c'est beaucoup plus facile pour ces clubs-là de remonter. Ouais. La Championship étant ce qu'elle est, Leicester est remonté assez vite, ils sont descendus, ils sont remontés. Je pense que c'est qui d'autre qui remonte cette année Ipswich, ça c'est Ipswich, ça c'est quand même cool. En tout cas, Leeds est top 3, mais après, je pense que c'est des playoffs. Non, les playoffs, c'est très dur. Les playoffs là-bas, c'est dur. Il y a la finale d'ailleurs. Il y a la finale, c'est Leeds-Southampton. Ouais, c'est dur les playoffs là-bas. Ouais, c'est dimanche. Ouais. C'est les playoffs. Parce que là, je regardais le documentaire de Wrexham là, au Pays de Galles, et je voyais comment ils sont sortis de la 5e division. Mais c'est dur. C'est dur. Et c'est drôle parce que Wrexham, dans la blague, tu me parles de Luton qui descend, mais qui va remonter. Franchement, je pense qu'ils vont remonter parce que l'année passée, Luton passe par les playoffs. Luton, en fait, eux, ils ont échappé. Ouais, bien sûr. Normalement, ils ne doivent pas se qualifier. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'était ouf d'ailleurs. Ils n'ont pas de stade. Elle était incroyable leur histoire en playoffs. Ouais. Et Luton, en 2011-2012, je pense, ou 2012-2013, la finale des playoffs en 5e division, c'est Luton contre Wrexham. Et Wrexham perd face à Luton et Luton monte en Ligue 2. Après Ligue 1, Premiership, etc. Donc Luton monte en Ligue 2. Et ben 12-13 ans plus tard, ils arrivent en Première Ligue. Il y a toujours des matchs légendaires sur ces playoffs. C'est ça qui est comme le Leicester Watford, oui, avec Troy Deeney. Du penalty dans l'autre sens, Troy Deeney et tout. Non, c'était cool, c'est cool. Donc c'est ça. Hein. Moi, je regarde, je me dis, en ce moment, je regarde beaucoup le truc de Wrexham. Là, je trouve assez intéressant parce que je sens qu'ils arrivent. On est là, on discute là, mais dans 4 ans, on va parler de normal, Première Ligue normale. C'est le club, la façon, c'est géré, c'est travaillé. Moi, je regarde les trucs. Ils ont des joueurs, mais pertinents. Ils ont un numéro 9 là-bas, Paul Moline. Mais Paul Moline est plus fort que la paire des boys en Première Ligue. Paul Moline est trop fort. Est-ce que tu l'as recruté dans ta carrière FIFA? Je te jure, Paul Moline, il a 29 ans. Moi, Paul Moline est plus fort qu'Eddie Nketiah. C'est moi qui le dis. Je dis, il est plus fort qu'Eddie Nketiah. Je dis, mais c'est pour dire à quel point. Tu regardes ça et t'es comme, ok, quand même, t'as acheté un club durant le Covid, ok, on s'est dit, bon, t'allais t'amuser et tout. Finalement, t'es passé de la Championship, ta 5e division, le National League, tu l'as gagné. League 2, ils ont gagné cette année. L'année prochaine, ils sont en League 1. Championship, Première Ligue, 3 ans. Pour moi, dans 3 ans, ils sont en Première Ligue. Vu la manière qu'ils sont départis, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de sponsors, ils n'ont pas n'importe qui derrière eux avec Ryan Reynolds. Attention, donc... que Wrexham soit là en Première Ligue et qu'on doit faire des déplacements jusqu'au Pays de Galles, me fatigue. Ça va être comme Swansea, tu vois, les déplacements loin, là, je quitte Londres, tu vois, jusqu'au Pays de Galles pour jouer. Ça m'étonnerait pas. Ça grimpe. Non, je te dis, Willou, je suis là, assis. Dans 3 ans, on est là en Première Ligue avec Wrexham. Je pensais qu'ils étaient plus bas que ça, ouais. Non, et ça m'a fait rêver. Je me suis dit, waouh, c'est possible, en fait. Willou, continuons à travailler.
Moi, je sais que quand on a travaillé, si on est riche un peu là, on va se prendre C'est un quoi, bon c'est quoi, c'est quoi notre Non, première ligue? c'est- Moi, j'ai l'impression qu'avec YouTube, on est déjà en première ligue. Non, Il mon n'y a gars. pas mieux que Non, YouTube. non, mais- non, je dis, on va se prendre un club, frérot. On se prend un club, on ouvre une chaîne. Ah, on se prend un d'accord, club, on d'accord. ouvre une chaîne YouTube juste pour le club. On va, genre, je sais pas moi, on va championship, machin. Il y a des clubs, il y a des clubs, il y a des clubs. Trouve-moi un bon pays, par contre. Ah ouais, c'est ça qui est difficile. J'ai envie de vivre une bonne vie C'est aussi. ça qui Donc, est, il faut qui est difficile. Ça. À Londres, il y a un pas club, mal de clubs. À Londres, il y a des clubs de 5e pas division. mal, Il y a des clubs de 5e division que tu peux prendre à Londres. Je pensais et tout. plus à un club thaïlandais, tu vois, ou genre Ah vietnamien, un ouais, truc. carrément. Toi, tu es parti. Khalas, J'aime bien vas-y, l'Asie du on a Sud-Est. qu'à aller à Singapour, tant qu'à y être, et puis aller à Bali. Je te dis. En tout cas, bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-nous en commentaire vos feelings par rapport à la première ligue. Voilà, c'était un premier jet comme ça. On a pas mal de choses sur lesquelles on va discuter au courant de l'été. Il y a le mercato qui arrive aussi. Il y a un jeu de chaises musicales aussi au niveau des coachs, de Zerbi, tout ça. Où est-ce que les gars vont se placer? Ça devient excitant. Donc, j'attends d'abord cette finale de FA Cup, qui va peut-être ouvrir une porte à United ou fermer une porte à United. Le nouveau aussi, comment il s'appelle, le frérot de Nice, là, le tonton millionnaire, là. Farioli. C'est lui, non? Ah non, pardon, C'est celui qui a pardon, acheté United. Ineos, C'est Ineos. Jim Ratcliffe. Ratcliffe aussi à United. Tu sens que ces temps-ci, il est présent, on le voit beaucoup. On le voit beaucoup à Old Trafford, on le voit, donc il y aura de l'argent qui va rentrer. Donc, le championnat va être intéressant l'année prochaine, encore une fois. Franchement, ça va être bien intéressant. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, c'est quoi vos feelings. Et puis, Willou, dernière question, c'est qui ton joueur de l'année? Phil Foden ou un autre? En PL? Ouais. Ouais, je dirais Foden et Palmer derrière un peu comme ça. Mais ouais, Foden pour moi. C'est drôle parce que moi j'en aurais surpris plus qu'un. Moi j'aurais mis, tu vois, j'ai dit oui, Foden a fait une saison exceptionnelle. Je pense que les deux buts qu'il marque Final Day, ça met les points sur les i et les barres sur les t parce qu'au football c'est comme ça. L'émotion elle est comme ça, on s'en rappelle et tout. Il a été magnifique. Mais moi je mention spéciale à William Saliba. J'aurais mis un défenseur joueur de la Aussi, saison ouais, parce que franchement il a été exceptionnel et ça me fait mal de savoir qu'il va être sur le banc en équipe de France. J'ai déjà mal. Quoi. Je suis d'accord. Ça me fait déjà mal. Quoi. Surtout vu l'état de Upamecano et Konaté, Ouais. Les deux en ce moment, c'est pas top du tout. Ça me fait mal parce que vraiment Saliba, 38 matchs joués après avoir été blessé l'année passée dans une période où on avait besoin de lui, il n'a pas été là. Ouais, et on a même dit que c'est parce que tout le monde disait on a perdu Saliba, on a perdu le titre. Et l'année d'après Saliba. Et Arsenal, meilleure défense de PL aussi. Ouais, 29 buts encaissés. Voilà. Vraiment Saliba, Gabriel, ils sont gérés. Donc ouais, mention spéciale à Saliba pour la saison qu'il a faite. Il a sans faute. Vraiment, il a fait un 0 faute. Je ne m'appelle pas d'un match. Et aussi un dernier truc que je dis parce que je l'avais pas capté. Mais toi, je sais que tu es grand fan. Alex Isak, il finit quand même à 21 buts du côté de Newcastle. Troisième meilleur buteur. C'est pour ça que j'ai dit que Newcastle, je les saute. J'ai trop de choses à dire. Moi, Newcastle, j'ai des boys, Isaac et Guimarães. C'est deux gars qu'il faut que je sortir de là-bas. Il faut les sortir de là-bas. C'est deux mecs qu'il faut sortir. Isaac, Arsenal est dessus. Avec le retour de Tonali et tout. Ouais. Yeah, tu dis le retour de... Tu dis le retour de Tonali. Mais tu vois, la Ligue des Champions leur a fait mal. Ouais. Tu vois, pour Aston Villa, c'est un peu le truc. C'est ça c'est vrai que ça les a fatigués peut-être à la fin. Ils n'ont pas réussi. Ils m'ont un peu déçu. Newcastle vers la fin, là. C'est la fin. Je m'attendais à ce que vraiment ils puissent aller chercher cette place. Non, Newcastle devait finir au-dessus. Newcastle devait aller chercher Tottenham, en fait. Newcastle devait aller chercher Tottenham, la vérité. Mais ils foirent dans le match face à United. C'est quel match ils ont foiré? Le dernier match, là, ils ont foutu le bordel. Ils m'ont énervé. J'ai regardé le match, j'étais fâché contre eux. Ils ont perdu là. Newcastle, they lost the game. Alors je vais te le dire tout de suite. Newcastle a perdu 3-2. United 3-2. C'est le match où juste avant que United prenne l'avantage, Isaac peut tuer le match. Et il rate une occasion, mais je suis choqué en fait. Je pense qu'il rate où il y a une passe qui doit être faite. En tout cas, ils peuvent tuer le match en fait et ils ne le font pas. Et derrière, ils perdent. Donc oui, moi je leur en veux là. United aurait pu être donc plus voilà, dur. on leur a fait la partie sur Newcastle. Oui, finalement, c'est ça. Voilà. Et Isaac, cet été, j'espère qu'il va venir à Arsenal. Ça me ferait du bien, franchement, Isaac. Je le prends. Moi, c'est le premier dans ma liste. C'est le premier de tous les attaquants en ce moment, c'est Isaac. C'est le premier dans ma liste, donc on va voir. Cheshko. Mais ton Cheshko, là, je l'ai vu face au Real Madrid. J'ai pas voulu beaucoup parler. Je l'ai vu face au Real, là, lui et puis les Openda, là, une association de tocards. Ils auraient dû gagner ce match. Ils auraient dû éliminer le Real. Ils l'ont pas fait. Donc on va voir l'Euro. On va voir ce que ça va donner à l'Euro. Mais il a intérêt à se gérer le petit Cheshko. Mais ouais, il est aussi dans les papiers d'Arsenal. Dans tous les cas, il nous faut un numéro 9. On va claquer de l'argent cet été, donc pas de souci, les gars. Montrez-nous vos produits et on va les acheter. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a l'Euro qui arrive, il y a la finale de la Ligue des Champions qui arrive, donc voilà, soyez prêts parce que cet été, nous on est là et j'espère que vous serez là. Rendez-vous sur la chaîne de Willou pour la draft de l'Euro qui va sortir ou qui est déjà sortie. J'espère que vous allez l'apprécier avec pas mal de
petites règles assez compliquées, j'ai eu mal à la tête. Donc voilà. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Bisous.